En fait, il faut s'imaginer qu'une SS100 avant-guerre, c'est aussi déraisonnable qu'une H2R aujourd'hui. Après, on a eu vraiment le saut avec Aston Martin où on a fait quelque chose d'high-tech, un hyperbike en fait, quelque part. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on a mentionné plusieurs fois l'aventure avec Aston, mais en fait, quand on réalise ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable que vous ayez été amené à faire un partenariat avec une marque aussi, aussi prestigieuse et aussi installée déjà. Tout à fait, non, mais c'est vrai, hein, c'est pareil, c'est un truc. C'est quoi, c'était une rencontre aussi qui se fait au bon moment? On était au PMU, on était les premiers épatés, hein, c'est quelque part. Et en fait, c'est par Total, par le responsable des partenariats, parce que par Elf, Total est un sponsor. Ouais. Ils nous font l'huile spéciale, ils étaient sponsors en com, etc. Bref, et le responsable des partenariats, Vincent Ménard, il nous a fait introduit parce qu'ils étaient sponsors en endurance pour Aston Martin. D'accord. Et un jour, il nous dit, bah tiens, ça vous dit d'aller visiter l'usine bien sûr, parce que c'est quand même un peu c'est un peu le même monde, etc. Ouais. Marque anglaise de luxe. Nous, c'est Laurence d'Arabie, c'est James Bond. Bon, il y a plein de trucs qui matchent. Et en fait, ça a matché, pareil, dès le premier rendez-vous. On était reçus par le numéro 2 à l'époque, mais le numéro 1 était motard. Le designer en chef qui est toujours là, Marek Reichmann, a notamment une 916, roule à moto, aime la moto, etc. Et en fait, comme on avait une marque confidentielle, mais très haut de gamme, qu'on faisait à la main, des trucs un peu rares, etc., ils ont adoré. Et on s'est tout de suite dit, on va faire une moto ensemble. Après, ça a traîné un peu comme tous les trucs. Et, finalement, c'est devenu sérieux, et le plus long dans tous ces trucs-là, c'est les contrats. Hein. Ouais. C'est le contrat de licence, c'est une marque internationale. Le produit va être vendu dans plus de 200 pays, machin, je sais pas quoi. Il faut tout border. Et donc ça a été un peu compliqué. Et par contre, après, ça allait très très vite. Parce que tous les designers sont fous de moto. Ils font des voitures toute l'année. Ouais. Travailler sur une moto, pour eux, c'est génial. Ouais. Et donc, en fait, il y a une compétition interne. On a vu plein de propositions. Pour nous, c'était passionnant parce que le centre de style là-bas, on voit toutes les voitures sur lesquelles ils travaillent pour les 10 prochaines années. C'est incroyable. Et ils sont tout le temps en train de créer. Depuis qu'on travaille avec eux depuis 2019, ils ont déjà fait un paquet de trucs. Et les fameux supercars. Ouais. La Valkyrie et la Valhalla. Et d'ailleurs, les clients de Valkyrie et de Valhalla sont quasiment tous des clients de la moto et demandent d'avoir la moto assortie au supercar. Ouais, c'est bien sûr. Toujours pour dire le type de client, hein, c'est le genre de client qui... On est dans l'apparat. Ouais, et puis dans d'aimer les belles choses et de pouvoir les avoir sur mesure spéciale. Parce qu'attention, quand on parle de Valkyrie, on est à plus de 3 millions. Ouais. Et la Pro, je crois, c'est 5. Donc c'est stratosphérique, c'est un autre monde. Et puis là aussi trié sur le volet, donc voilà. Et déjà. Mais parce que la rareté, le volume fait que il paraît que voilà les gens commandent. Quand il y a des lancements, ça se vend très vite parce que les gens veulent être sûrs d'en avoir une. Il y a peut-être même une compétition entre ces gens qui se connaissent et moi j'ai pu l'avoir, peut-être t'as pas pu l'avoir. Ouais, alors c'est vrai que c'est ce qu'on avait vu aussi sur le site de Browse, c'est cette notion d'investissement aussi. Au-delà de l'aspect motard, on est quand même sur une approche œuvre d'art, avec un marché de l'œuvre d'art. Oui. Et donc tout ce que ça peut représenter derrière. Donc on parlait de prix de la gamme, mais on est d'accord que ça c'est qu'une composante de ce que ça peut devenir après derrière. Oui. En termes de prix, encore une fois. C'est ça, de rareté, de suite à donner. Je veux dire, pour nous c'est très bien parce que si on devait faire beaucoup de volume, c'est pas du tout la même organisation. En fait, c'était pas notre projet, si vous voulez. Vauxhall, par exemple, eux, ils avaient fait un positionnement japonais plus premium. Ça aurait été génial, parce que plein de gens auraient pu acheter des motos françaises. Et le problème, c'est que il fallait, je veux dire un truc indicatif, mais il fallait faire plus de 10 000 motos par an, genre pour arriver à un point d'équilibre financier. Avec oui, c'est ça. Et ben ça n'a pas marché. Ouais. Et peut-être ça marchera aujourd'hui. Hein. Ils n'étaient pas prêts, tout simplement. Mais mais ça c'est triste. Et puis après, c'est que à la limite, c'est un regret en France parce que tout le monde se dit quand même, on aurait pu acheter des Vauxhall, etc. Mais est-ce que ça aurait suffi? Il fallait le marché allemand, il fallait le marché anglais. Est-ce que ça a réagi?
moi je crois souvent au Rex sur les événements. Au Rex a été relancé avec un VR6. Bon, c'est un vieux projet, hein, parce que c'est des gens de chez Volkswagen au départ, du VR6, Ouais, qui ont fait ce moteur. Ça a été d'abord, voilà, ça a été racheté, machin, mais là il y a quelqu'un qui l'a relancé. C'est une très belle marque allemande, importante avant-guerre, etc. Mais qu'allemande. C'est-à-dire que la Orex Regina, c'est la moto que tout le monde a eue après-guerre. Il n'y a pas un Allemand qui n'est pas monté une fois sur une Orex Regina, mais qu'en Allemagne. Donc, si ça marche en Allemagne, c'est super. Mais comment on porte des trucs comme ça à l'export? C'est difficile. Je dis pas que c'est impossible. Et je leur souhaite qu'ils y arrivent. Mais en fait, parfois, il y a des choses qui sont très nationales. Et nous, c'est ça qui était drôle et bien avec Bros Superior, c'est que même si c'est de niche, c'est international. C'est-à-dire que peu de gens connaissent, mais on peut toucher des gens partout. Parce qu'on a vraiment vendu des motos partout. Ça fait penser un peu à Alpine, justement, quand Renault a remis sur la table Alpine, dire on va ressortir des Alpines. Même pour eux, ça n'a pas été forcément évident non plus, quoi. Pourtant, ça parle à beaucoup de monde. Ouais. Mais c'est pareil, comme tu dis, on s'adresse à un public, et point d'interrogation sur l'international, est-ce que c'est quelque chose qui est viable économiquement? Il y a toujours une part d'inconnu. En fait. Oui, après c'est faisable, hein, parce que je vois avec ce qu'ils ont fait à Pikes Peak, là quand même, ça l'a bien fait voir la voiture. Moi j'adore ce qu'ils ont fait. Je trouve que justement il y a parfois des remakes qui sont pas terribles. Moi la nouvelle Alpine, je la trouve géniale. Carrément. Et c'est beau et ça continue. Et donc je sais pas ce qu'ils vont faire après en gamme et tout ça, mais ça c'est un très bon exemple. Et avec les moyens de Renault et du bon marketing et de la bonne com, je suis sûr que ça peut s'établir dans le temps, s'internationaliser, ce qui serait génial. Ouais, donc, je suis d'accord. Si on revient un petit peu justement sur la moto Aston Martin là, donc si on résume pour les gens qui connaissent peut-être pas forcément le modèle, c'est un modèle qui est du coup exclusivement dédié à la piste et donc pas homologué, c'est ça? Ouais. Et est-ce qu'il y a des... C'est prévu une homologation? On sait que notamment la Valkyrie par exemple, il y a des versions qui sont homologuées. Alors, nous non, c'est pas prévu. En fait, c'était vraiment un souhait de départ pour plein de raisons. C'est la première moto qu'on faisait avec eux, et eux c'était leur première moto. Ça se vend partout, etc. Ça garantit une sécurité. Ouais. Parce que bon, à partir du moment où on est sur la piste, les enjeux sont pas du tout pareils. Sur le marché américain, c'est pareil. Mettre une moto sur la route, c'est plus compliqué, etc. Et donc, il y avait déjà ce côté, ce qu'on appelle liability, le côté légal. Bon, après, il y avait les designers, c'est-à-dire que de faire une moto sans volume de tranquillisation, il y a le turbo, il aspire dans l'air par un KN. Ce volume-là, il devrait représenter plus de 10 litres. Si je devais faire une boîte de tranquillisation homologable. Donc déjà, j'aurais un kyste énorme, j'aurais pas du tout la même gueule. L'échappement, il serait 10 fois plus gros, pareil, et tout ça. Et donc, c'est ce qui a permis de faire cette moto complètement fluide. Donc, tout le monde a foncé. Tout le monde a dit, OK, c'est parfait. Et comme on savait que c'était de la série limitée, et ça s'arrête après la Pro, hein, donc il y en a 100 normales, entre guillemets standard, 88 Pro, donc 188 en tout, après c'est fini. Les motos turbo, Aston Martin, etc. Donc, on pensera... voilà, bien sûr qu'on pense à une suite, à des choses à faire, mais c'était de toute façon prévu comme une moto non homologuée depuis toujours. D'accord. Et en effet, on comprend bien quoi, avec ce que tu expliques que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des lignes aussi futuristes, aussi. Voilà, aussi futuriste, aussi la moto aussi frêle, légère, vraiment quelque chose de très très spécial, de profilé comme ça. Et puis l'électronique, c'est un boîtier racing. Il n'y a pas de catalyseur, justement de normes, parce que en plus il y a les normes en Europe, mais après il y a les normes aux US, il y a les normes en Chine. Donc ça commence à alors si on met des millions pour développer quelque chose et que c'est que 100 pièces, eh ben ça fait tout de suite 10 000, 40 000 euros rien que de retour sur investissement par machine. C'est-à-dire qu'on parle déjà, si je mets 1 million pour développer 100 pièces, pour un truc électronique, eh ben j'ai déjà 10 000 balles de prix de revient par machine à amortir. Sans même mettre de la matière. Hein. Donc voilà, faut voir ça aussi. Ouais. Alors là encore, j'ai envie de faire le parallèle avec l'automobile. On voit souvent, je vais prendre par exemple Audi, avec la RS6, ou peut-être l'équivalent chez BMW. Il y a toujours des modèles vitrines, qui sont là justement, comme son nom l'indique, pour mettre un maximum de technologie. On sait qu'on va pas faire d'argent avec cela. Ça ne va pas rapporter. Par contre, ça aura une répercussion sur le reste de la gamme, où on pourra peut-être là retrouver un peu plus de billes, mais avant tout, on est là pour montrer une technologie. Ah oui, non mais là, complètement. C'est l'idée. Tu nous disais d'ailleurs au début de l'émission que cette Aston, finalement, c'est une base qui a quand même déjà mûri au sein de Browse,
quelles sont les technologies que vous mettez en avant qui sont vraiment propres à Browse? Bah là, sur ça, on a le turbo, parce que avec un intercooleur, parce qu'il souffle fort, on a fait pas mal de mapping, on a fait pas mal de mise au point, il y a la thermie à gérer, et donc le turbo, c'est très rare, encore plus sur un Twin 1000. C'est assez dingue, hein, parce que la moto, elle a le couple d'un 1800 Harley pendant plus de 4000 tours, c'est tout le temps là, on peut être 2 rapports au-dessus, ça pousse. Et en fait, c'est pas aussi brutal qu'on pourrait se l'imaginer, parce qu'il y a l'électronique, on peut faire du mapping, mais parce qu'il n'y a pas le temps de réponse qu'il y avait dans les années 80, c'est pour ça qu'ils ont tous arrêté, le turbolag. C'est un géométrie variable. Il n'est pas à géométrie variable, c'est qu'il a une faible inertie, petite turbine, et management de la pression, quoi. Tout ça pour dire franchement, ça marche très bien, et c'est sûr que ça serait génial pour une routière. Mais comme les Kawasaki compressés aujourd'hui, quand on roule une moto suralimentée, c'est génial, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on prend une H2, finalement, on regarde, tout du moins la ZH2, pour le commun des mortels, pour l'avoir essayé. Ouais. Je me dis, tiens, j'ai pas l'impression que je vais me tuer avec. Par contre, je sais très bien que derrière, si j'enlève le moindre fusible, je suis mort. Ah ben oui, non, mais là... Parce qu'il y a l'électronique qui est là pour te détendre, quoi. Le turbo, c'est exponentiel. Hein. Si nous, on a dépassé les 250 chevaux en point de fonctionnement sans problème au banc. Mais après, le problème, c'est qu'il faut pouvoir l'exploiter. Il faut garder. Si ça passe à la roue. S'ils y sont, mais qu'on n'ose pas les saurer, ça sert pas à grand chose. Ouais. Et il faut pas que ce soit dangereux, etc. Faut quand même qu'il y ait des modes d'usage un peu corrects. Mais c'est vraiment très typique. Et alors, on a ce châssis coque en carbone, autoporté, ce qui est la structure de selle, ça fait réservoir. Il y a plein de pièces qui sont multifonctions comme ça. Donc, on a mis en place pas mal de technologies, et cette géométrie resserrée, plus sportive, c'est ce qu'on met en place sur les modèles qui arrivent routiers de Browse. On fait un roadster. Les frères, tu nous en parlais tout à l'heure, même en off. C'est vrai que c'est... Bon, on est à Toulouse, hein, la capitale de l'aviation, j'ai envie de dire. Ce système-là, moi je connaissais pas. Est-ce que tu peux peut-être le... Ouais, ben là, les fameux 4 disques là, c'est des disques flottants en fait, et on a des étriers avec 3 plaquettes, dont celle du milieu est double face, et en fait ça vient presser un sandwich. Parce que les disques, ils se déplacent comme sur cette axe. Mais tout bouge, c'est ça qui est marrant. Voilà, ça fait vraiment un sandwich. Ouais. Et en fait, au départ, c'est un brevet aéronautique, parce que dans les avions qui ont des toutes petits trous par rapport à leur taille, parfois, il y a 6, 8, 12 disques qui sont alignés comme ça, pour avoir la fameuse surface d'échange entre la plaquette et le disque multipliée, pour freiner un minimum, un maximum dans un minimum de temps. Et c'est intéressant pour l'effet gyroscopique, parce que c'est très resserré au niveau du moyeu. Moi, il y a ce look que j'adore. J'ai une photo que je montre tout le temps, où on a le tambour de la moto de Laurence Darabi de 1927 et le double disque avec le hub noir. On dirait la même truc, parce que sur le tambour de cette fameuse moto, il y avait 2 ailettes de refroidissement en alu. Et donc ça a la même taille, et on a l'impression de voir la même chose. Sauf que celui de 1927 à 2 mains, tu ferais un quart d'heure ralenti à peine. Sur les Euro 3, les 4 disques, qui n'avaient pas l'ABS, c'était la consigne. Parce que surpris, tu l'attrapes comme ça, tu passes par-dessus. Vous êtes satellisé. Qui sait, si Laurence Darby avait eu les 90, peut-être qu'il ne serait pas tué au... Ça c'est fort possible. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Merci en tout cas, Albert, c'est vraiment passionnant comme histoire, quoi. Enfin, on est des passionnés, hein, c'est une histoire de passion, donc bon, après c'est toujours agréable de raconter tout s'est fait ici. C'est ça, c'est arrivé, comme dirait l'autre, c'est arrivé près de chez vous. Ouais. C'est ça qui me rend encore plus admiratif. Tu te dis, mais voilà, tu touches un rêve du doigt, et c'est juste à côté de chez toi, quoi. Ouais. Ça, c'est génial. On vous voit tous dans les ateliers. On se dit, putain, ça existe, encore, et c'est ça aussi, je pense, les gens, les Français, qui disent Cocorico, on a enfin quelque chose qui revient du Made in France, on est content de l'avoir, et c'est chouette de l'avoir ici, ouais. Donc un grand merci. Ouais, on espère que du coup l'épisode vous aura au moins autant intéressé que nous.
si vous souhaitez en savoir plus, du coup, il y a le site de Browse Supérieur qui est assez détaillé et où il y a pas mal d'illustrations, d'images, de choses qui sont liées au produit. Donc on mettra évidemment le lien en description. En tout cas, voilà, si jamais vous avez apprécié l'épisode, et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous aider à faire connaître l'émission. À vous abonner, bien sûr. À vous abonner également, et puis à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Je sais pas, Bro, vous êtes aussi sur les réseaux, vous êtes sur Instagram? Oui, majoritairement Instagram, où là on essaye d'être, c'est là où on a le plus d'actualité en fait, hein, on fait régulièrement des choses, donc si on pour nous suivre, c'est sûrement le mieux, ouais. Et on mettra aussi le lien en description, et puis vous retrouvez aussi donc tous les comptes de RevDub sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, Spotify. Et vous nous retrouvez aussi en version audio pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Spotify, toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast. On le répète à chaque fois. Voilà, nous on continue nos petites aventures avec Ludo. On se retrouve pour un prochain épisode dans 2 semaines où là ce sera plus racing. Ouais, Puisqu'on va aller faire notre baptême sur piste avec Ludo, donc on va en profiter pour faire un épisode du coup sur cette journée-là. Donc on vous donne rendez-vous à très bientôt, et puis d'ici là on se souhaite bonne route. À plus. Salut. Bon, salut.